Ce que vous venez nous dire, c'est tant et aussi longtemps que la loi ne fera pas mon affaire, je ne la respecterai pas. Pour moi, monsieur, c'est inacceptable. Et vous n'êtes pas celui qui va nous imposer le modèle. Comme c'était magique, Uber, efficace, écologique, de belles voitures propres, des chauffeurs bien payés et pas chers pour les clients en plus. C'est du moins ce que les dirigeants voulaient vendre au gouvernement Couillard et cette semaine, on va vous montrer comment ça s'est passé en coulisses. Vous étiez le ministre responsable de ce dossier-là. Et ça se faisait dans votre dos, là. J'ai jamais eu personne qui a été capable de me prouver ça. Vous le faites aujourd'hui. Un ancien haut dirigeant révèle les stratégies secrètes d'Uber qui contrastent pas mal avec les beaux discours sur l'économie du partage. On manipulait les règles en place, on manipulait même la démocratie. Maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'on a menti. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de parler. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. J'ai fait du taxi maintenant, ça fait 47 ans. Comme bien d'autres immigrants haïtiens, Max-Louis Rosalbert s'est tourné vers l'industrie du taxi afin de gagner sa vie à Montréal. C'était les laissés pour compte, là, que nous sommes des gens qui arrivent ici, et puis l'industrie nous a ouvert le bras. On était fiers de faire ça, de servir le public. Même si ce travail ne rapporte pas de fortune, l'industrie était réglementée afin de limiter le nombre de taxis et assurer un revenu minimum pour les chauffeurs. Mais tout a changé avec l'arrivée d'Uber. Depuis 10 ans, sa vie est chamboulée par l'arrivée de ce nouveau joueur qui a provoqué une secousse sismique dans l'univers du transport. Et ça ouvre une plaie à chaque fois que juste le fait d'y penser, ça fait mal. Comment Uber a réussi à prendre d'assaut l'industrie du taxi et à imposer son modèle? Une fuite de documents internes révèle les dessous de la campagne de lobbying qu'Uber a déployée afin de conquérir le Québec et le monde. Uber est une entreprise de San Francisco qui a lancé en 2010 un service offrant aux consommateurs de héler un véhicule grâce à une application mobile permettant à presque n'importe qui de devenir chauffeur. Dès ses débuts, Uber promet une véritable révolution du transport urbain. Désengorger les villes, fournir un service à bas prix pour les consommateurs et permettre aux chauffeurs de tirer des revenus substantiels au volant de leur voiture. Mais derrière les promesses d'Uber, il y a une autre réalité. Et une attaque frontale à la réglementation du taxi dans les grandes villes du monde grâce à une redoutable machine de lobbying dont un de ses anciens hauts dirigeants a décidé de dévoiler les rouages. The proposition is simple. Push a button, get it right. Mark Megan était le lobbyiste en chef d'Uber pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de 2014 à 2016. Il est depuis devenu un lanceur d'alerte. Il est à l'origine de la fuite des Uber Files, plus de 124 000 documents internes transmis au quotidien britannique The Guardian, qui les a partagés avec le Consortium international des journalistes d'enquête et Radio-Canada. Monsieur Megan, bonjour, Frédéric Zalac. Nous avons rencontré Mark Megan. J'étais au cœur de l'équipe qui dirigeait Uber dans le monde, donc j'ai tout à fait ma part de responsabilité. Maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'on a menti. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de parler. Mark Megan travaillait aux côtés de Travis Kalanick, le controversé fondateur et PDG d'Uber, qui a dû démissionner en 2017 à la suite d'une série de scandales. Dès le départ, la cible de Travis Kalanick était l'industrie du taxi. But we're in this political campaign, and the candidate is Uber, and the opponent is an asshole named Taxi. Okay. Right? L'objectif de l'entreprise est d'introduire son service UberX,
un service permettant à tout citoyen de s'improviser chauffeur. Pour y arriver, Uber lance une formidable campagne de lobbying auprès des élus à l'échelle mondiale. On avait un accès incroyablement facile aux ministres, au Premier ministre, au président, partout dans le monde. Uber s'était perçu à l'époque comme étant extrêmement sexy. Tout le monde voulait recevoir les fondateurs d'Uber. J'avais jamais vu une machine de lobbying aussi bien huilée, aussi bien financée en aussi peu de temps. Selon ce document interne provenant de la fuite, son budget de lobbying mondial en 2016 atteignait 90 millions de dollars américains, dont au Canada, 750 000 $ rien que pour l'embauche de lobbyistes externes. Au Québec, Uber recrute les services du lobbyiste François Crête, l'ancien chef de cabinet d'une ministre libérale. Mais l'entreprise n'attend pas d'obtenir le feu vert des autorités pour aller de l'avant. Le raisonnement d'Uber, c'était toujours il vaut mieux demander pardon par la suite que demander la permission d'entrer sur un marché. Première journée, comment ça se passe? C'est parfait. En fait, vous êtes mon tout premier client. Ah oui? Oui. En octobre 2014, Uber lance son service UberX à Montréal, en soutenant qu'il s'agissait là de covoiturage et non pas de taxi. C'est un nouveau service, c'est un nouveau produit. Il n'y a pas de réglementation spécifique par rapport au covoiturage citoyen comme UberX. C'était du jamais vu, en tout cas à ma connaissance, c'était du jamais vu qu'une entreprise vienne s'implanter dans une industrie extrêmement réglementée et fonctionne en dépit de ces règles-là. À peu près partout à travers le monde, c'était le même modus operandi. Donc j'arrive, je m'impose. Le jour même du lancement du service UberX à Montréal, le maire de l'époque, Denis Coderre, dénonce les activités de l'entreprise américaine. Et moi, je suis pour le covoiturage, mais de faire du covoiturage avec une activité commerciale, bien, c'est du transport illégal. Même son de cloche de la part du ministre des Transports du Québec à l'époque, Robert Poetti. J'avais dit à M. Coderre que nous n'étions pas pour accepter quelqu'un qui arrive au Québec en se disant « j'ai pas besoin de suivre les lois et règlements, et puis je peux faire du taxi, moi, comme je le veux, parce qu'on l'appelle un autre nom, parce qu'on a une application. » Selon un courriel interne d'Uber relatant le lancement d'UberX à Montréal, l'entreprise ne semble pas préoccupée par l'opposition du maire Coderre. C'était entièrement anticipé, mais nous travaillons avec Québec en coulisses afin de contourner Montréal. Avec qui travaillait Uber à Québec pour contourner Montréal? Clairement pas avec moi. Mais moi, il n'y a jamais personne en autorité dans l'entreprise d'Uber qui a communiqué avec mon bureau pour avoir soit une rencontre, pour avoir des discussions. S'ils en ont eu, c'est à un niveau plus élevé que le mien. Quelques mois plus tard, le ministre Poetti convoque à son bureau le directeur général d'Uber au Québec, Jean-Nicolas Guillemette. Je l'ai provoqué publiquement pour venir me rencontrer. Ce qu'il a fait dans les semaines à venir avec une feuille de caractère 8,5-11 à peine griffonnée, c'était ça son dossier. Il n'y avait rien comme projet autre que de nous dire, poliment, à peine, qu'il n'y avait pas besoin de l'assentiment du gouvernement et qu'il n'avait pas à suivre aucune forme de règlement pour être capable d'opérer au Québec. Honnêtement, c'était une blague. Ça a été la plus courte rencontre que j'ai eue, qui était tout à fait inutile. Uber mène discrètement sa campagne au-delà des cercles politiques. Dans ce courriel interne, l'entreprise se vante d'avoir fait des démarches pour obtenir le soutien favorable de l'Institut économique de Montréal, qui a ensuite parlé d'Uber dans les médias. Comment vous voyez ça, c'est l'arrivée de ces nouvelles applications-là? Très positivement. Je pense que ça peut permettre à désengorger nos routes. Ça diminue la pollution. L'Institut économique nous dit avoir prôné l'ouverture du marché du taxi avant sa rencontre avec Uber et que la réduction de la pollution n'était qu'un argument périphérique, soulevé sur la base des informations disponibles à l'époque. Selon un courriel interne, Uber a aussi rencontré l'environnementaliste Stephen Guilbeault, devenu depuis ministre fédéral de l'Environnement. Guilbeault et son organisation équitaire sont par la suite intervenus en faveur d'Uber et de services semblables, affirmant qu'il s'agissait d'une solution pour réduire la congestion urbaine et les gaz à effet de serre. Il y a plusieurs études qui démontrent que c'est faux.
C'est incroyable le pouvoir de séduction, hein, des mots, plus que de la réalité. La réalité, c'est qu'il y a plus de voitures sur les routes aujourd'hui maintenant à cause d'Uber qu'à l'époque, parce qu'il y a des millions de personnes qui conduisent sur la plateforme Uber qui n'auraient pas conduit auparavant. Équiterre dit ne plus soutenir Uber en raison des études qui ont été menées depuis et des pratiques problématiques de l'entreprise. À l'époque, bien des Québécois décident de faire l'essai d'Uber en raison de ses prix alléchants. Mais pour les chauffeurs de taxi, dont les prix sont réglementés, il s'agit d'une concurrence déloyale qui les frappe de plein fouet. Quand Uber est arrivé, il donnait des discounts à la clientèle. Il leur donnait des voyages gratuits. Du centre-ville à l'aéroport, c'était 40 $. Mais lui, il les faisait à 25 $. Ces bas prix étaient loin de refléter les coûts réels d'Uber, selon Mark Megan. Non, on opérait à perte partout. On utilisait les 10 milliards qu'on avait levés des grands investisseurs, on utilisait cet argent pour subventionner les rides, donc le transport, mais c'était un leurre. Tout ça, c'était pour séduire les politiques, séduire les consommateurs, pour défoncer la porte, entrer sur un marché, et ensuite, le but, c'était de ensuite posséder ce marché, remplacer un monopole par un autre. Revenu Québec mène actuellement des perquisitions dans les bureaux de Montréal de la société Uber Canada. On parle d'une enquête fiscale, donc des lois sur... Les prix d'Uber sont particulièrement attrayants, d'autant plus qu'à ses débuts, l'entreprise ne semble pas percevoir la TVQ, selon une enquête de Revenu Québec. C'est pour cette raison qu'en mai 2015, les autorités fiscales perquisitionnent les bureaux d'Uber dans le Vieux-Montréal et à Pointe-Saint-Charles. Mais en pleine perquisition, quelque chose d'inattendu surprend les enquêteurs. À 10h40, ils constatent aux deux adresses que les ordinateurs, les téléphones intelligents et les tablettes redémarrent exactement au même instant. Le directeur général d'Uber déclare aux enquêteurs sur place qu'il avait discuté avec des ingénieurs d'Uber à San Francisco et que ces derniers avaient crypté les données à distance. C'est une tactique qu'Uber a employée dans plusieurs pays, un outil appelé le kill switch ou coupe-circuit qui bloque l'accès aux serveurs de San Francisco pendant qu'un logiciel crypte les données sur les appareils. Il y avait une politique, une approche de kill switch. À chaque fois qu'on voyait venir sur l'horizon une lumière bleue ou un investigateur au bureau, on faisait un coup de fil ou un SMS, on appuie sur un bouton, donc l'accès au serveur est coupé, ce qui empêche la justice de faire son travail. À la suite de la perquisition menée dans ses bureaux de Montréal, Uber s'adresse aux tribunaux pour contester la validité des mandats obtenus par Revenu Québec. Un juge de la Cour supérieure confirme leur validité et mentionne que le redémarrage à distance des appareils électroniques revêt toutes les caractéristiques d'une tentative d'entrave à la justice. Un porte-parole de l'ancien PDG dit que Travis Kalanick n'a jamais autorisé d'action ou de programme qui entraverait la justice dans quelque pays que ce soit. Pour sa part, Uber reconnaît avoir commis plusieurs erreurs dans le passé et affirme ne pas avoir employé de coupe-circuit dans le but de contrecarrer des enquêtes des autorités depuis 2017. Uber ajoute « Nous ne chercherons pas d'excuses pour des agissements antérieurs qui ne sont clairement pas en ligne avec nos valeurs actuelles. » C'était souvent, très souvent, un jeu de chat, le chat à la souris. Avec le recul, c'était vraiment inacceptable. Après la pause, est-ce que la multinationale Uber était assez puissante au Québec pour faire tomber un ministre? J'ai une autre personne qui est venue me voir pour me dire si tu bouges pas, tu vas perdre ton poste. Il dit ah ouais. L'ancien ministre des Transports, Robert Poetti, a perdu son poste au Conseil des ministres. Il n'a pas fait semblant que c'était pour passer plus de temps avec sa famille. Il a exprimé publiquement sa déception. Vous allez maintenant comprendre pourquoi, pour lui,
Cette décision est intimement liée au dossier Uber. Dans sa quête pour s'implanter au Québec, Uber a lancé son service sans autorisation, tout en effectuant une campagne de lobbying pour convaincre les élus de changer les lois. Mais en juin 2015, leur opération de séduction se bute à l'opposition du ministre des Transports de l'époque, Robert Poetti. Est-ce que si vous continuez à faire du Uber ou du UberX, selon vous, vous êtes illégal selon la loi au Québec? Oui ou non? J'aimerais spécifier une chose extrêmement importante ici aujourd'hui. Il n'y a aucun juge au Canada qui a statué aujourd'hui sur la légalité ou l'illégalité d'Uber. Donc, il est faux de dire que c'est un service qui est illégal. Vous faites tout ça en dehors de la loi, mais c'est illégal. Et vous le savez illégal. En effet, en privé, des hauts dirigeants d'Uber tenaient en 2014 un tout autre discours concernant l'accès à des marchés fortement réglementés. Dans un courriel de la fuite des Uber Files, la directrice mondiale des communications estime que parfois nous avons des problèmes parce que, bien, nous sommes fucking illégaux. On était parfaitement conscients, mais on jouait le jeu. S'il y avait une décision en justice contre nous, on faisait appel. Et en attendant l'appel, qui prenait souvent des mois, des années, on continuait à fournir le service. Exaspérés, des chauffeurs de taxi de Montréal s'organisent et prennent en chasse des véhicules qui utilisent l'application d'Uber. Au fil des mois, la tension monte. Craignant les débordements, le ministre Poetti convoque les représentants de l'industrie du taxi afin de calmer les esprits et les inciter à se moderniser. Comprenez-moi bien, le statu quo n'est plus une option viable. Je l'avais dit à l'époque, les taxis de Montréal n'avaient pas gagné une médaille d'or dans le service. Si vos véhicules ne sont pas propres, si vous n'êtes pas capable de prendre les cartes de crédit, vous allez être dépassé par quelqu'un qui va être capable de le faire. Je leur ai demandé de me faire confiance et que j'étais pour travailler pour eux dans une équité. Les représentants de l'industrie du taxi, comme Max-Louis Rosalbert, voyaient en Robert Poetti un allié. On a trouvé qu'on avait une chance avec M. Poetti, parce qu'on savait qu'on avait une cause juste, parce que nous, on misait sur la légalité, on misait sur le bon sens. Mais pendant que Robert Poetti somme l'industrie du taxi de passer un coup de balai, Uber met discrètement en œuvre une stratégie afin de contourner le ministre qui lui barre la route. Le 6 août 2015, à 16 h, le directeur général d'Uber et son lobbyiste se rendent au bureau montréalais du cabinet du premier ministre. Ils y rencontrent des conseillers de Philippe Couillard, selon un document transmis en vertu de la loi d'accès à l'information. Cette rencontre s'est tenue à l'insu du ministre Poetti. Ça vient de l'agenda en accès à l'information. Étiez-vous informé de ça? Non. Je suis étonné, mais moi, je n'ai pas été non seulement invité, mais je n'ai pas participé ou je n'étais pas au courant sur une base officielle. Là, je le vois sur votre document d'agenda. Vous étiez le ministre responsable de ce dossier-là. Et ça se faisait dans votre dos. C'est leur choix de faire ça. J'aurais aimé être informé. De toute évidence, je n'ai pas assisté à l'ensemble des discussions. Si on rencontrait l'opposition, la résistance, on passait outre. On allait au-dessus de la tête de cette personne pour aller voir le premier ministre ou la personne en charge, pour leur expliquer qu'il fallait réfléchir à 2 fois avant d'interdire Uber. Donc vous voulez vraiment vous positionner contre le consommateur, contre l'innovation technologique, contre votre avenir politique? Nous avons joint le premier ministre de l'époque par visioconférence. Philippe Couillard affirme ne pas avoir été influencé par Uber. Mais je ne garde pas de cette époque-là l'impression d'avoir été soumis à des pressions de l'entreprise. Je demandais aux gens de mon cabinet d'avoir ces rencontres-là et je voulais avoir une bonne connaissance préalable des arguments qu'Uber déployait pour les apprécier à ma propre mesure. En plus de s'adresser directement au cabinet du premier ministre, Uber rencontre les dirigeants de la commission jeunesse du Parti libéral, un groupe qui a beaucoup de poids car il détient le tiers des voix des différentes instances du parti.
on a notamment parlé avec Uber, qui nous ont un peu expliqué leur modèle puis leur intention au Québec. Nous, on les rencontrait pas nécessairement pour être convaincus de quoi que ce soit, là. Nous, on réfléchissait vraiment à l'économie collaborative de manière large et pas seulement centrée sur Uber. Lors du congrès annuel de 2015, la Commission jeunesse appelle le gouvernement Couillard à légaliser Uber et les entreprises similaires. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'encadrer la pratique de toute l'économie du partage, pas seulement d'UberX. On parle d'économie du partage, mais il n'y a rien de partage là-dedans. Il y a juste du capitalisme pur et simple. Je dirais qu'au niveau du vocabulaire qui était employé et déployé par Uber, il y avait tout un narratif qui était erroné sur le plan factuel. C'était un leurre, c'était quelque chose de relativement factice, c'était des slogans, des outils de communication pour convaincre une partie de la population, surtout les jeunes, donc les jeunes consommateurs, les jeunes électeurs, les jeunes au sein des partis politiques. À l'automne 2015, malgré les efforts de lobbying déployés par Uber, l'entreprise fait toujours face à une impasse. Mr. David Plouffe. Uber sort alors l'artillerie lourde et dépêche au Palais des Congrès de Montréal son vice-président responsable des politiques et de la réglementation, David Plouffe, l'ancien chef de campagne de Barack Obama. C'est lui qu'on utilisait quand on avait des négociations difficiles pour un peu bénéficier de l'aura du monde Obama et un peu attirer cette magie vers la marque Uber. With Uber and services like it, you decide when you work. Les gouvernements, même les plus recalcitrants vis-à-vis du modèle d'entreprise d'Uber, étaient toujours très contents de s'asseoir avec David Plouffe pour écouter ce qu'il avait à dire. En entrevue avec Radio-Canada après son discours, David Plouffe est resté vague concernant ses contacts avec les élus québécois. Did you have a conversation directly with Premier Philippe Couillard or the Minister of Transport, Robert Poitier? Well, I learned a long time in politics to be careful about talking about what meetings you're having or not having, out of respect to people. But I think it's clear we would like to have more dialogue here in Montreal specifically and in the province. David Plouffe obtient l'échange qu'il souhaite avec les hautes sphères du gouvernement québécois à peine un mois plus tard. Selon un document transmis en vertu de la loi d'accès à l'information, le 22 octobre 2015, une conférence téléphonique se déroule entre David Plouffe, Jean-Nicolas Guillemette, et le chef de cabinet de Philippe Couillard, Jean-Louis Dufresne. Encore une fois, il s'agit de discussions auxquelles le ministre responsable du dossier n'est pas invité. On m'avait informé qu'apparemment, il y a des gens au bureau du premier ministre qui parlaient avec Uber de San Francisco, directement avec les grands patrons d'Uber. Moi, j'ai jamais eu de preuves, j'ai jamais eu personne qui a été capable de me prouver ça. Vous le faites aujourd'hui. Philippe Couillard admet aujourd'hui que le ministre Poitier aurait dû être informé de ces rencontres. La bonne pratique, c'est que lorsque ces réunions se font, que le ministre titulaire du dossier en soit informé. C'est la bonne pratique. Quelques mois plus tard, en janvier 2016, Robert Poitier reçoit un appel inattendu en provenance du bureau du premier ministre. On m'a dit ça commence à prendre beaucoup de temps, ton dossier, et puis il y en a qui commencent à être tannés. Dans la semaine ou deux qui a suivi, j'ai une autre personne qui est venue me voir pour me dire si tu bouges pas, tu vas perdre ton poste. Il dit ah ouais. Philippe Couillard a choisi de donner un vigoureux coup de barre à son gouvernement. Jacques Daoust passe au transport, chassant le ministre Robert Poitier sur les banquettes arrière. Puis quand ça s'est produit, ben oui, c'est un choc. Je voulais pas détruire Uber ou UberX, là. C'est pas ça, là. Je voulais juste que ceci se fasse dans l'ordre, puis dans la légalité, puis dans l'équité. M. Poitier a été démis de ses fonctions de ministre et que vous avez nommé Jacques Daoust. Est-ce que c'est à cause du dossier Uber? Non, absolument pas. D'ailleurs, je ne parle jamais des raisons pour lesquelles un ministre est nommé ou sort du Conseil des ministres ou change de responsabilité. Les chauffeurs de taxi, eux, venaient de perdre leur allié le plus important. On trouvait
qu'il se battait en notre faveur contre un mur. Quand il a perdu son emploi, j'ai dit, oh my God, il s'est sacrifié pour nous. Au retour, pour mieux influencer les vieux politiciens, Hubert mise sur les jeunes libéraux. Et c'était facile de nous dépeindre à ce moment-là comme étant des gens rétrogrades ou réactionnaires qui n'étaient pas capables de gérer le changement. Grâce au lanceur d'alerte Mark Megan et au Uber Files, on comprend mieux la partie d'échec à laquelle s'est livrée la multinationale partout à travers le monde. Voyons voir maintenant comment, ici au Québec, l'entreprise a mis ses opposants échec et mat. Au début de l'année 2016, les activités d'Uber suscitent de plus en plus la colère des chauffeurs de taxi de Montréal. Ils organisent une manifestation à l'aéroport Trudeau. On avait une bataille à faire, mais ce n'était même pas une bataille parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas perdre ce combat. Une semaine plus tard, au centre-ville, une poignée de manifestants lance des œufs sur un véhicule Uber. À Toronto aussi, des confrontations dangereuses se multiplient. Mais c'est en France que la stratégie d'Uber de s'imposer en dépit des lois suscite les plus vives réactions. Plus de 2000 chauffeurs de taxi se mobilisent à Paris pour manifester contre la multinationale américaine, provoquant une réponse musclée des forces de l'ordre. Selon des textos provenant de la fuite des Uber Files, le PDG de l'entreprise à l'époque, Travis Kalanick, voulait inciter les milliers de chauffeurs Uber à commettre eux aussi des gestes de désobéissance civile malgré les risques de confrontation. « Je crois que ça en vaut la peine. La violence garantit le succès », écrit-il à ses collègues, dont Mark Megan. C'était d'une irresponsabilité énorme par rapport aux vies de ces chauffeurs Uber. C'est facile de les instrumentaliser alors qu'on est au chaud dans son bureau de San Francisco. Donc je trouve que c'est immoral. Selon son porte-parole, Travis Kalanick nie avoir suggéré qu'Uber devrait profiter de la violence au détriment de la sécurité des chauffeurs. En France, Uber faisait face non seulement à des chauffeurs de taxi en furie, mais aussi à un gouvernement hostile qui a adopté une loi très contraignante envers l'entreprise. Mais Uber a un atout de taille. Son chef du lobbying en Europe, Mark Megan, noue des liens privilégiés avec Emmanuel Macron, le futur président qui occupe alors le poste de ministre de l'Économie et de l'Industrie. Il était parfaitement d'accord avec nos arguments. En privé, il était extrêmement critique de son propre gouvernement par rapport à leur résistance, à leur opposition à Uber. Donc c'était un allié vraiment naturel et c'est grâce à lui qu'on a pu continuer nos objectifs en France. Lors de rencontres secrètes dans les bureaux d'Emmanuel Macron à Paris, le ministre s'entend avec Uber sur une stratégie commune. L'entreprise américaine aidera à rédiger en coulisses des amendements à une nouvelle loi moins contraignante. Donc, il nous a proposé de travailler avec ses conseillers techniques au sein de son cabinet, ce qu'on a fait de manière extrêmement régulière, de manière très rapprochée. Et en fin de compte, on a réussi à obtenir le cadre réglementaire qu'on recherchait. Au Québec aussi, Uber tente d'exercer son influence sur le processus législatif dès l'arrivée de Jacques Daoust au poste de ministre des Transports en 2016. On va tenir une commission parlementaire spécifique sur l'industrie du taxi. Le jour même où Jacques Daoust annonce une commission parlementaire, un dirigeant d'Uber au Canada envoie un courriel à Mark Megan intitulé « Discussion de la stratégie au Québec ». Il écrit « Si vous avez un bon plan d'action pour ce que vous avez fait en France, j'aimerais beaucoup le consulter. » La France était vraiment l'exemple d'un pays qui était extrêmement hostile et on a pu totalement retourner la situation. Ça pouvait peut-être inspirer ou nourrir
le travail au Québec. Mon nom est Jean-Nicolas Guillemette, je suis le directeur général de Uber pour le Québec. Si les représentants d'Uber espèrent qu'un changement de ministre va faciliter les choses, la réalité est tout autre en commission parlementaire. Le ministre Daou est cinglant. Et ce que vous venez nous dire, c'est tant et aussi longtemps que la loi ne fera pas mon affaire, je ne la respecterai pas. Pour moi, monsieur, c'est inacceptable. Et vous n'êtes pas celui qui va nous imposer le modèle. Écoutez, on va passer à la prochaine question. J'ai pas de commentaires supplémentaires. Alors, nous allons passer au côté. Uber craint que le nouveau ministre propose une loi qui ne fera pas son affaire. L'entreprise décide alors de le contourner, lui aussi. Dans une lettre adressée au premier ministre Couillard, Uber déplore que ses efforts pour convaincre le ministre n'ont pas porté fruit. L'entreprise réclame de rencontrer le premier ministre avant le dépôt du projet de loi. Le lobbyiste en chef d'Uber et ancien organisateur d'Obama, David Plouffe, obtient un entretien téléphonique avec le bureau du premier ministre 2 jours avant le dépôt du projet de loi. Est-ce qu'il y avait des communications d'information avec mon cabinet? Possible, mais c'est comme ça, monsieur, dans tous les gros projets de loi, dans tous les projets de loi de tout gouvernement. Le 12 mai 2016, Jacques Daou dépose son projet de loi. Un projet qui vise à légaliser Uber, mais tout en continuant à limiter le nombre total de véhicules pouvant offrir du transport de personnes. Les chauffeurs de taxi, eux, poussent un soupir de soulagement. On voyait qu'on ne pouvait pas fermer la porte à Uber. Donc on a essayé de cohabiter avec. Et puis là, c'était une lueur d'espoir. Mais cet espoir est de courte durée. 2 jours plus tard, pendant le Conseil général du Parti libéral à Drummondville, le président de la commission jeunesse, Jonathan Marleau, mène une attaque en règle contre le projet de loi. Non, le projet de loi ne fait pas notre affaire. Puis nous, notre rôle aussi en tant que commission jeunesse, c'est évidemment de le dire. Devant l'Assemblée et le premier ministre Couillard, il fait un plaidoyer en faveur d'une loi moins restrictive. Alors j'invite l'ensemble des gens dans la salle à appuyer la résolution sur l'économie du partage. On a été soumis à une pression très, très intense, non seulement de la commission jeunesse, mais d'autres membres du parti. Je pense que, si je me souviens bien, j'avais même été interpellé sur le parquet du Conseil général où on me disait qu'il fallait moderniser ça, qu'il fallait avancer plus vite. Et c'était facile de nous dépeindre à ce moment-là comme étant des gens rétrogrades ou réactionnaires qui n'étaient pas capables de gérer le changement. Et c'est ça la communication qui a été réussie par Uber. À cette époque, les jeunes libéraux continuent d'avoir des discussions avec Uber en coulisses, confirme Jonathan Marleau. On voulait bien comprendre c'est quoi leur vision à eux, mais on ne voulait surtout pas devenir un peu à leur service ou quoi que ce soit. Parce que nous, notre focus, c'était vraiment de s'assurer qu'on encadre Uber. Donc, on voulait voir aussi comment on les encadrait, tout en permettant à ce que des compagnies québécoises puissent émerger par la suite. La commission jeunesse dépose ensuite un mémoire très critique du projet de loi, un cadeau tombé du ciel pour la coalition Avenir Québec. Et je cite le mémoire des jeunes libéraux. Le projet de loi 100 déposé par le gouvernement est un échec. Monsieur le Président, les jeunes libéraux ont fait prendre un méchant coup de vieux au gouvernement libéral hier. Avec l'appui de la CAQ, Uber estime que ses chances de succès augmentent, selon un courriel interne. Mais pour éviter les limites sur le nombre de chauffeurs qu'imposera la nouvelle loi, Uber se cherche une porte de sortie. L'entreprise élabore une stratégie pour convaincre le gouvernement de la laisser poursuivre ses activités grâce à un projet pilote. Le fait d'opérer un projet pilote, ça séduit de plus en plus de consommateurs sur la plateforme et ça nous donnait un levier contre les pouvoirs publics pour leur dire « Vous voyez, votre loi là, elle est pas bonne ou elle est insuffisante. » À la dernière minute, un amendement au projet de loi est adopté afin de mettre en place un projet pilote pour Uber, instaurant 2 régimes, un pour les taxis et un autre moins contraignant pour la multinationale américaine. Écoutez, moi, le souvenir que j'ai de ça, c'est qu'on est loin de leur avoir donné ce qu'ils voulaient. En fait, ils n'étaient pas du tout contents à notre endroit. Je peux vous dire ça, là. Et ils n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient. En 2018, la CAQ prend le pouvoir. Puis l'année suivante, adopte une nouvelle loi qui légalise Uber en éliminant plusieurs des restrictions auxquelles l'entreprise faisait encore face. C'est une libéralisation de l'industrie du taxi, donc c'est
C'est la fin de l'édifice réglementaire qui existait depuis 1970. Ce qui est clair, c'est que Uber est arrivé à ses fins. Donc, il a transformé la réglementation à sa mesure. Après la pause, l'arrivée d'Uber devait être une bonne chose pour les clients et pour les chauffeurs, mais... Ils vont dire aux clients, bien, ça coûte moins cher, c'est facile, c'est rapide. Mais des fois, la réalité est tout autre, là. Des fois, Uber coûte vraiment plus cher que les taxis. Au final, en promettant l'économie du partage, bonne pour les clients, bonne pour les chauffeurs, Uber a réussi à complètement libéraliser l'industrie du taxi. Mais à quel prix pour la population la multinationale a réussi à avoir Uber et l'argent du beurre? Après avoir forcé sa venue au Québec, Uber a transformé le paysage du transport urbain. Mais quelle est la réalité sur le terrain? L'application est populaire et des milliers de Québécois ont décidé d'offrir leur service de chauffeur. Je m'appelle Jean, je suis chauffeur Uber depuis 5 ans. Moi, je fais du Uber parce que c'est plus un hobby. Jean Gagnon est un contractuel pour un cabinet de services professionnels de Montréal. Il est aussi chauffeur Uber à temps partiel. Moi, je pense que Uber, comme revenu d'appoint, c'est parfait. Comme deuxième travail, c'est parfait. Comme travail principal, c'est pas une vie facile. Oh, majoration. Ça ici, c'est une course majorée, voyez-vous, 1,2. Course majorée de 20 %. Dans la vie d'un chauffeur Uber, c'est pratiquement rien. Ça m'intéresse pas. Le coût d'un déplacement avec Uber varie selon l'offre et la demande. Pour que ce soit rentable, Jean ne sort de chez lui que lorsque les zones colorées sur la carte indiquent des prix majorés d'au moins le double. Le matin, je me lève, je regarde la carte la plupart du temps. Est-ce que c'est rouge? Oui, c'est rouge. Let's go, on s'habille, on se fait un café rapidement, puis on espère trouver une course. Lors de tempêtes de neige, par exemple, les prix d'Uber peuvent quadrupler. Une récolte alléchante pour les chauffeurs, mais une facture salée pour les consommateurs dont l'entreprise a peu fait mention dans sa campagne de séduction. Ils vont dire aux clients, bien, ça coûte moins cher, c'est facile, c'est rapide. Mais des fois, la réalité est tout autre, là. Des fois, Uber coûte vraiment plus cher que les taxis. Puis les clients, des fois, ils n'ont pas le choix d'appeler, là. Fait qu'une course qui pourrait coûter 30 $, des fois, peut coûter 120 $ à un client, là. C'est de l'argent, là. Uber voulait tout et son contraire. Il voulait convaincre les consommateurs que c'était le meilleur service pour le prix le plus bas. Il voulait faire miroiter, faire semblant, faire croire aux chauffeurs qu'ils allaient bien gagner leur vie. Maintenant, on voit la réalité en Europe et ailleurs dans le monde, que les chauffeurs, ils sont vraiment exploités. Et donc, quelque part, on a vendu un mensonge. Pour sa part, Jean Gagnon ne se sent pas exploité, mais il constate sur un forum Facebook dont il est le modérateur que bien des chauffeurs Uber de Montréal qui travaillent à temps plein se plaignent de leurs conditions de travail. Uber dit que le revenu médian des chauffeurs à Montréal qui font plus de 20 heures par semaine est de 33 $ de l'heure, mais ce nombre ne tient pas compte des frais d'exploitation. Jean est diplômé des HEC et suit de près ses revenus et ses dépenses. Faire du Uber est devenu moins intéressant pour lui récemment. C'était très bon en début de 2022, mais depuis 3-4 mois, c'est pas vraiment bon. C'est pas aussi bon. Tellement que j'ai arrêté d'en faire, pratiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de majoration, puis je me retrouvais à faire un taux horaire de 25 $ de l'heure brut. Ça, c'est avant les coûts d'opération. Fait que 15 $, entre 15 et 20 $ net. Au cours des derniers mois, Uber dit avoir vu le plus grand nombre d'inscriptions de nouveaux chauffeurs au Québec que l'entreprise a enregistré depuis plusieurs années.
Jean considère que cet afflux de chauffeurs contribue à la diminution de leurs revenus. Ça rend le travail désagréable parce que c'est moins payant. On se partage la même tarte, ces chauffeurs-là. Il y a même des chauffeurs de Uber qui ont proposé de mettre une limite de chauffeurs, mais là, c'est comme le retour à l'industrie du taxi, là, version 2.0. Les propriétaires de taxis disent eux aussi que les revenus sont plus maigres qu'avant en raison de la croissance du nombre de chauffeurs. Maintenant, on ne peut pas vivre en faisant seulement du taxi. On va faire du taxi à temps partiel. De plus, lorsque le gouvernement Legault a légalisé Uber, il a mis fin au système de permis qui permettait de contrôler le nombre de véhicules dans l'industrie du taxi. Ces permis valaient plus de 200 000 $ chacun avant qu'Uber arrive sur le marché québécois. Max-Louis Rosalbert comptait louer son permis de taxi afin d'assurer ses vieux jours, mais ce n'est plus possible. C'était notre poule aux œufs d'or. Mais avec la dernière loi que le gouvernement de M. Legault avait prise, la valeur du permis est à 0. Donc, c'est dire que nous n'avons plus de fonds de pension. Plutôt que de profiter de sa retraite, il continue de faire du taxi pour soutenir sa famille, même à l'âge de 76 ans. Il n'a reçu du gouvernement qu'un montant de 75 000 $ provenant d'un programme de compensation mis sur pied à la suite de l'élimination des permis de taxi. À l'échelle de la province, ça représente des dédommagements de plus de 800 millions de dollars, une somme colossale que le gouvernement récupère petit à petit en imposant des frais d'1 $ sur chaque trajet d'Uber et de taxi. C'est le consommateur qui dédommage le business model d'Uber, qui aide les investisseurs Uber à faire concurrence au taxi. Pour l'introduction d'une nouvelle technologie dans une industrie, c'est très cher. Payer pour l'ensemble de la société québécoise, c'est cher. La campagne de lobbying d'Uber a donc frappé sa cible au Québec. Elle laisse dans son sillage une industrie plus moderne, mais aussi des chauffeurs qui peinent davantage à gagner leur vie. J'espère que vous avez apprécié notre reportage de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête.